Aujourd'hui, 13 octobre 2019. Critique de la pensée occidentale et version orientale de la personnalité. Ce fermier refusait de se servir du shadouf, car il ne redoutait pas un surcroît de travail, et cela pour l'amour du travail en lui-même. Ce qui est en désaccord avec l'esprit occidental, et en vérité avec l'esprit moderne, qui nous font inventer mélangeant de toute espèce pour économiser le travail. Mais après avoir réussi à s'épargner le travail et à avoir acquis tout le loisir désirable pour se livrer au plaisir ou à n'importe quelle autre forme d'occupation, les peuples modernes s'affairent à découvrir mille et une raisons pour se plaindre de l'insatisfaction de leur vie et à inventer des armes capables de tuer des milliers d'êtres humains par la simple pression d'un bouton. À les entendre, c'est pour préparer la paix. Ça vient de Suzuki, Fromm et de Martineau en 71. Les mythes et les impasses de la pensée occidentale. Dans le bouddhisme zen et la psychanalyse de Suzuki, Fromm et de Martineau en 71, le lecteur est invité à dépasser l'étape de l'acquisition de connaissances sur la personnalité, à réfléchir sur la multiplicité des concepts évoqués, sur le fait qu'ils ne font le plus souvent que nous instruire sans nous guider sur le sens et la valeur même des notions exposées. C'est là un examen épistémologique nécessaire pour qui veut jeter un regard critique sur l'élaboration de la pensée contemporaine et sur ses retombées, c'est-à-dire les applications de ces théories, leurs conséquences et leurs influences dans le monde où nous vivons. Par ailleurs, quand on évoque la personnalité, on pense à la fois à l'explication et à l'amélioration de soi, car nous croyons y trouver le pouvoir de la science, celui du changement contrôlé. Mais le souci de l'harmonie de notre être avec le milieu et du bien à y faire est une autre voie également valable, et l'on peut tout aussi bien découvrir la nature de la personnalité en suivant le fil de l'expérience accumulée et des pratiques issues de certaines formes de pensée orientale. Nous considérerons ci-après les apports du taoïsme et du bouddhisme zen. Pour l'instant, discutons brièvement des mythes occidentaux. Les mythes occidentaux. La pensée occidentale s'est progressivement constituée autour des grandes aspirations qui ont mobilisé ses efforts créateurs, mais qui n'en sont pas moins devenus des mythes, lorsqu'on les considère comme des valeurs primordiales qui devraient justifier tous nos efforts de perfectionnement personnel. Les voici. Le progrès. Il existe une tendance collective à croire que les changements que l'on apporte à nos façons de vivre vont automatiquement les améliorer. Les Occidentaux du XXe siècle oublient ou rejettent volontiers ce qu'ils ont vénéré ou respecté. Ils ont tendance à confondre l'engouement technique et le conformisme scientifique avec l'intérêt réel pour la personne. Ils nourrissent volontiers des préjugés contre les notions du passé qui faisaient appel à des valeurs transpersonnelles et transcendantes, les considérant comme des orientations non scientifiques dépassées et peu rentables. La complexité. Plus on parviendra à décomposer la mécanique de la personnalité en petites pièces explicatives de ses conduites, plus on sera à même d'en résoudre le mystère. Plus on étendra la diversité des techniques psychothérapeutiques, plus on sera en mesure d'aider la croissance et la libération des humains de leurs souffrances psychiques. Telles sont, semble-t-il, les croyances qui justifient la prolifération des courants de la psychologie et des systèmes nouveaux qui marquent son développement. Par conséquent, plus on accumulera de données de recherche, plus on sera en mesure de perfectionner nos connaissances, surtout si l'on se prévaut d'un langage mathématisé. L'objectif absolu. Les Occidentaux ont souvent la prétention de poursuivre des buts visant à apporter des solutions finales permettant d'accéder à la perfection, au bonheur, à la paix, et ont tendance à concevoir ces buts avec méthode, en se basant sur les notions du bien et du mal. Tout comme les Olympiades
qui sont, hors de tout doute, voués à l'excellence et à la promotion du mieux-être physique des peuples. Règlement avec une extrême précision technique, les diverses disciplines athlétiques, les scientifiques et les techniciens de la psychologie croient jeter la lumière sur les conditions et les étapes de l'épanouissement de l'être humain en multipliant les recherches et les prescriptions d'une connaissance de plus en plus précise et détaillée. On en arrive à un perfectionnisme de l'efficacité qui tend à perdre de vue les motivations profondes de la personne et les grands problèmes de son existence. La substitution des valeurs. Nous sommes aussi à même de constater, à cette fin de siècle, que les idéaux que l'on croyait illusoires ont été remplacés par d'autres valeurs qui, loin d'apporter une solution meilleure aux maux collectifs et individuels, semblent plutôt les avoir augmentés. Les idéaux de la compétition, en vue du succès individuel, de la recherche matérielle, de commodité, de plaisir, d'efficacité, de sécurité relativement au confort, n'ont-ils pas entraîné autant de problèmes que de solutions? On n'a qu'à évoquer les guerres issues des conflits d'intérêts, le pillage collectif du grand jardin terrestre et les multiples tensions résultant de ces poursuites épuisantes. La psychologie n'échappe pas à ces caractéristiques de l'esprit contemporain. Elle recherche des explications de plus en plus précises, édifiées sur des modèles mathématico-déductifs. Elle croit aussi pouvoir énoncer des vérités indiscutables, alors que ses prédictions demeurent parcellaires. De plus, elle se prétend au service du bien individuel et de la vérité, alors qu'elle obéit aux lois de la neutralité objective et que ses préoccupations sont souvent plus matérielles qu'on accepte de se l'avouer. Enfin, elle se range volontiers du côté des normes et de la moyenne, de la standardisation en vue de déterminer ses règles générales d'adaptation. Il n'était pas bien difficile au XIXe siècle d'ouvrir les yeux sur la pauvreté, ou de l'ignorer, comme aujourd'hui d'ailleurs. Voici en 1840 un taudis du 5e arrondissement, ancien 12e, décrit par un collégien de Stanislas. C'est chose pitoyable à voir que ces noires maisons, sans air et sans lumière, aux allées sombres, aux escaliers vermoulus, aux réduits humides et malsains. Des familles entières, enfants, rachitiques, vieillards et femmes, que dévore la maladie et entassés pêle-mêle dans les bourgs. Je ne dis pas sans meubles, mais souvent sans lit. Tout leur manque, feu, vêtements et nourriture. Il n'est pas rare de trouver des familles entières qui n'ont rien à manger depuis 2 jours, qui ne savent, quand le soleil se lève, si le soir ils ne seront pas morts de faim. 20 ans plus tard, dans les quartiers périphériques où se tasse la main-d'œuvre ouvrière du Second Empire, tel est Montmartre. Nos pauvres sont entassés dans les misérables réduits, construits à la hâte, avec des plâtras et de mauvais planchers, sur des rues à peine tracées, sans pavés ni réverbères. On y gèle en hiver, on étouffe en été. C'est ce que nous secourons. Ceux que nous secourons ont en général 4 ou 5 enfants, et souvent 8 ou 10. Pour comprendre le sens d'une charité qui s'attelle à soulager cette extrême pauvreté, il paraît nécessaire de recourir aussi bien à l'histoire. Elle préserve des jugements anachroniques, à la théologie, comme un catholique entendait-il alors la charité, mais encore à une anthropologie du don. Les pratiques charitables peuvent en effet être observées comme des dons qui tissent un ensemble de liens sociaux que l'on peut tenter de comprendre au-delà du discours indigène produit sur la charité. Je propose ainsi de parler de don charitable. La première question à laquelle se heurte toute analyse du don est son absence apparente de rationalité. Mais pourquoi diable donne-t-on? Jacques T. Godbout. Si le don peut encore se comprendre dans le cadre de relations primaires, liens de parenté et amicaux, il est beaucoup plus malaisé d'en saisir le sens entre étrangers, relations secondaires,
À la différence des forces contraintes d'obligation qui pèsent sur le don dans un cas, pourquoi se priver dans l'autre? Des relations contractuelles qu'offre le marché, assurant liberté, la relation ponctuelle et sans dette se limite à la transaction, et assurance d'un retour, par l'équivalence des échanges marchands. Pourquoi des avocats donneraient-ils des consultations gratuites alors que leur métier est justement d'en vendre? Pourquoi s'intéresser aux pauvres? L'étranger par excellence. Qu'est-ce qui pousse les riches du siècle d'hier vers les déshéritiers de la terre? Cardinal Gilbert. La question conduit vers une phénoménologie de la pitié. Dans un bel essai, Emmanuel Housset souligne ce paradoxe. La pitié me donne accès à autrui, perçu non comme ce qui me fait plaisir, mais comme un homme de douleur qui devrait me révulser, me faire fuir, et pourtant je l'accueille, je n'endurcis pas mon cœur. Quel étrange mystère que celui qui prend sur lui-même une douleur qui pourtant ne lui revenait pas, écrit encore Jean-Luc Marion dans la préface. Plus encore, comment comprendre que le sentiment de pitié ne se limite pas à une affection passive? Mon cœur se serre à la vue de la misère, mais fonde le dévouement, me lie au bien vers une sorte d'obligation morale qui éveille chez celui qui détourne le regard les reproches secrets de sa conscience. Pour répondre à cette question ontologique, il faut aussi s'intéresser à ce qui circule dans le don. La circulation revêt une double dimension. Elle est d'une part matérielle. Ce sont des biens, des bons de pain, par exemple, et des services. Réunir des pièces d'état civil pour un mariage qui sont données. Mais elle est aussi symbolique dans la mesure où la triple obligation bien connue du don, donner, accepter et rendre. Le don crée une dette qui appelle à un contre-don, lequel peut annuler ou non la dette. Tisse des liens sociaux entre donateur et donataire. Le don crée un lien en même temps qu'il désigne un au-delà du don. Accepter un don, c'est plus qu'accepter une chose, c'est accepter que celui qui donne exerce des droits sur celui qui le reçoit. Maurice Godelier. Le donateur continue à être présent dans la chose donnée. Si l'on reconnaît là une donnée anthropologique fondamentale qui ne régit pas seulement les relations de mariage chez les Baria de Nouvelle-Guinée, c'est un mauvais procès que de reprocher aux pratiques charitables occidentales de véhiculer autre chose que des biens et des services purs, comme si le don pouvait être unilatéral, sans retour. C'est confondre deux domaines d'échange radicalement étrangers, l'économie de marché et l'économie du don. Dans une logique d'échange marchand, l'acheteur d'un bien en devient pleinement le propriétaire et ne doit plus rien au vendeur. Il est libre d'user et d'abuser de son bien jusqu'à le détruire. En revanche, dans une logique d'échange de dons, tout se passe comme si le donateur n'avait cédé qu'un droit d'usage tandis qu'il conserve le droit de propriété. Dans le cas de la SSVP, la sociologie de Saint-Vincent-de-Paul, les pauvres ne sont pas libres de disposer des bons de pain ou de viande qui leur sont remis, comme s'ils les avaient achetés. Mais encore, pour compliquer l'analyse, les confrères eux-mêmes sont contraints par leur conférence au nom de laquelle ils visitent les pauvres. Il y a donc du confrère à la conférence par une quête en fin de séance. Don de la conférence aux confrères, bon pour les pauvres. Puis, don du confrère aux pauvres. La structure des échanges n'est pas à deux termes, mais à trois. Quel est le sens du troisième acteur, la conférence, dans l'économie du don de la sociologie de Saint-Vincent-de-Paul? L'échange s'épuise-t-il d'ailleurs dans ce premier circuit? S'intéresser à ce qui circule, c'est aussi relever ce qui ne circule pas, l'argent. Il circule en amont du don charitable, au sein de la conférence, et en aval pour rembourser les fournisseurs boulangers et bouchers, par exemple, de la valeur des bons.
Mais il est en principe absent du don charitable lui-même. Il pose en effet problème dans une logique d'échange, de don, car il permet de s'affranchir du donateur. Le pauvre peut acheter ce qu'il veut, tandis qu'un bon le lie et crée en même temps une dette qui appelle un remboursement équivalent. C'est peut-être le signe que le don fonctionne à un autre niveau de la sociologie de Saint-Vincent de Paul. Quel retour le confrère attend-il du pauvre? Plus fondamentalement, le pauvre est-il prêt à entrer dans la relation créée par le don? Il n'y a pas de don sans acceptation. Et on est toujours libre de refuser un don. C'est ce qui choque parfois, faute de l'avoir compris, les bonnes âmes. Le pauvre est fier, malgré son dénuement, et il refuse la main tenue, car il sait bien qu'elle l'engage au-delà d'une aide ponctuelle. Il faut ainsi revisiter l'opposition en apparence scandaleuse entre bon et mauvais. Pauvre, brave, vieille reconnaissante et médiante ingrat. Ne recouvre-t-elle pas la distinction entre ceux qui acceptent d'entrer dans la logique du don charitable et ceux qui la refusent? On retrouve analogiquement la différence entre bon et mauvais clients dans une économie de marché. Les uns répondent aux sollicitations pressantes de l'offre, tandis que les autres refusent de se laisser aspirer par la spirale consommatrice. Bon, pour l'analyste, philosophe Erich Fromm, c'est la société qui devait être soignée. Commençant son travail sur un terrain où Freud n'avait formulé que des hypothèses, Fromm soutenait que les nations possédaient un caractère social intrinsèque auquel leurs citoyens devaient se conformer. Il n'acceptait pas que les hommes fussent pris au piège des dilemmes sexuels freudiens, car si les institutions créées par les hommes pouvaient être améliorées, il y avait aussi l'espoir que l'homme lui-même pût changer. À l'opposé, les écoles behavioristes pensaient que le comportement humain était déterminé par des facteurs matériels et spécifiquement par des récompenses et des punitions. B.F. Skinner attaquait le problème en se posant la question de chercher comment le comportement était établi ou altéré sans savoir primitivement pourquoi. Les behavioristes tiraient la plupart de leurs théories d'études cliniques sur les animaux, dont le comportement, disait-il, pouvait être entièrement changé par les conditions de laboratoire. Mais de nombreux psychologues pensent que ces expériences forment une base imparfaite pour l'étude du comportement humain et font peu de cas des nombreuses affirmations catégoriques du behavioriste. De même, de nombreux biologistes sont mécontents de la façon désinvolte dont les behavioristes traitent l'instinct. Malgré cette diversité, c'est la découverte de Freud qui fut à l'origine de la psychothérapie actuelle. L'inconscient pouvait fournir des indices pour soigner les maladies mentales. Ces recherches influencèrent aussi des domaines divers tels que la théologie moderne, l'anthropologie et la sociologie. De plus, les écrivains et artistes contemporains ont trouvé, dans la psychologie freudienne, une influence fructueuse et même libératrice. Le personnage principal de la littérature du XXe siècle est devenu l'homme freudien. Et des artistes tels les surréalistes ou les expressionnistes abstraits ont essayé, et cela dès 1950, de pénétrer au-delà du niveau conscient de la perception. Lorsque les nazis prirent le pouvoir, Freud s'enfuit de Vienne pour Londres, où il mourut un an plus tard, en 1939. Il laissait derrière lui un ensemble de pensées qui avait changé la conscience du monde occidental et posé la base d'une nouvelle approche de l'homme. Bon, maintenant nous allons voir deux conceptions de l'authenticité. J'aimerais considérer certaines exigences inhérentes à l'idéal de l'authenticité afin de montrer que les modes les plus égocentriques et narcissiques de la culture contemporaine sont manifestement intenables. Lorsque nous cherchons à comprendre ce qu'est se définir soi-même et à déterminer ce en quoi consiste notre originalité, nous comprenons aussitôt que nous ne pouvons le faire que par rapport à ce qui est significatif. Me définir consiste à chercher ce qui est significatif de ma différence avec les autres. Je peux bien
n'être la seule personne à avoir exactement 3700 cheveux sur la tête ou la même taille précisément qu'un arbre de plaine de Sibérie. Mais qu'est-ce que ça fait? Si j'essaie par contre de me définir par mes aptitudes à formuler des vérités importantes, à jouer du piano en virtuose ou encore à faire revivre les traditions de mes ancêtres, je me situe alors dans le domaine des définitions du soi qui font du sens. La différence saute aux yeux. Nous reconnaissons aussitôt que la seconde série d'attributs possède une signification humaine ou que les gens peuvent lui attribuer une, alors que la première n'en a pas. Du moins pas sans explication. Il est possible que 3700 soit un nombre sacré dans une société donnée. Il peut alors être significatif d'avoir ce nombre de cheveux. Mais pour en arriver là, il faut établir un lien avec le sacré. Les choses prennent de l'importance quand on les situe sur un arrière-plan d'intelligibilité. Appelons cela un horizon. Il s'ensuit que nous devons éviter, si nous voulons nous définir de façon significative, de supprimer ou de refuser les horizons par rapport auxquels les choses prennent une signification pour nous. C'est le genre de geste autodestructeur qu'on pose fréquemment dans notre société subjectiviste. En insistant sur la légitimité du choix entre différentes opinions, nous nous retrouvons souvent à priver les options de leur signification. Même les sentiments que le sens de ma vie tient au choix personnel que j'ai fait, c'est le cas lorsque l'authenticité se fonde sur la liberté autodéterminée. Dépend de ma prise de conscience qu'il existe, indépendamment de ma volonté, quelque chose de noble et de courageux et donc de significatif dans le fait de donner forme à ma propre vie. Deux représentations de la vie humaine s'opposent ici. D'une part, le courage de celui qui se crée, d'autre part, le laisser-aller de celui qui cède aux facilités du conformisme. Nul n'invente cette opposition. On la découvre et on perçoit aussitôt sa vérité. L'horizon est donné. Mais il y a plus. Cet horizon minimal qui fonde l'importance du choix ne suffit pas. Il importe certes de choisir ma vie, mais à moins que certaines options soient plus significatives que d'autres. L'idée même de choix personnel sombre dans la futilité et donc dans l'incohérence. L'idéal du libre choix ne fait sens que si certains critères valent plus que d'autres. Je ne peux pas prétendre avoir choisi ma vie et déployer tout un vocabulaire nietzschérien seulement parce que j'ai pris un beefsteak frites plutôt que la poutine au déjeuner. Ce n'est pas moi qui détermine quelle question compte. L'idéal du libre choix suppose donc qu'il y a d'autres critères de sens au-delà du simple fait de choisir. Cet idéal ne vaut pas par lui-même. Il exige un horizon de critères importants qui aident à définir dans quelle mesure l'autodétermination est signifiante. À la suite de Nietzsche, je serais vraiment un grand philosophe si je parvenais à redéfinir le système des valeurs. Mais il faudrait pour cela redéfinir des valeurs qui se rapportent aux questions importantes et non pas le menu de chez McDonald's ou la mode de l'année prochaine. L'agent qui cherche le sens de la vie, qui essaie de se définir de façon significative, doit se situer par rapport à un horizon de questions essentielles. C'est ce qu'il y a d'autodestructeur dans les formes de la culture contemporaine qui se referme sur l'épanouissement de soi en s'opposant aux exigences de la société ou de la nature, et qui tourne le dos à l'histoire et aux exigences de la solidarité. Ces formes égocentriques et narcissiques sont en effet bien superficielles et futiles. Elles aplatissent et rétrécissent la vie. Comme l'écrit Bloom, mais ce n'est pas parce qu'elles appartiennent à la culture de l'authenticité. C'est plutôt parce qu'elles esquivent ses exigences. Tourner le dos à tout ce qui transcende le moi, c'est justement supprimer les conditions de signification et courtiser, du coup, la futilité.
Dans la mesure où les gens aspirent à un idéal moral, cet enfermement en soi est une contradiction dans les termes. Il détruit les conditions dans lesquelles cet idéal peut se réaliser. En d'autres termes, je ne peux définir mon identité comme me situant par rapport à des questions qui comptent. Éliminer l'histoire, la nature, la société, les exigences de la solidarité, tout sauf ce que je trouve en moi revient à éliminer tout ce qui pourrait compter. Je pourrais me définir une identité qui ne serait pas futile seulement si j'existe dans un monde dans lequel l'histoire, les exigences de la nature, les besoins de mes frères humains ou mes devoirs de citoyen, l'appel de Dieu ou toute autre question de cet ordre-là existe vraiment. L'authenticité ne s'oppose pas aux exigences qui transcendent le moi. Elle les appelle. Des exercices de discernement. C'est une grande joie de pouvoir nommer. Cette joie ne consiste pas tant à pouvoir appeler la chose et se donner ainsi pouvoir sur elle, par un test de ce que M. Lévi-Broll appelait la mentalité magique. Elle tient aussi à ce que c'est un plaisir de l'intelligence que de discerner. Et les botanistes, les nomenclateurs et les collectionneurs connaissent, ai-je dit, ce plaisir-là. Il importe de faire aux enfants, à l'aide du langage, ces exercices de discernement. Vite, ils s'y passionnent. Apprendre aux élèves comment on se sert d'un dictionnaire, quelle joie on peut y trouver. Quelle science implicite, quelle aide pour les devoirs, quel moyen de suppléer à son indigence. Barrès avait toujours un littré sous la main, et il le consultait en disant « Que dit le loyal serviteur ?» L'autre jour, cherchant un mot morosité, j'ai trouvé cette définition qui peut suppléer à une observation clinique. Une autre espèce d'aliénation marquée par un état de stupeur, avec une morosité sombre, avec un délire exclusif sur certains objets, et le libre usage de la raison sur toutes les autres. C'est ce qu'on appelle mélancolie. Littré offre souvent des trouvailles de ce genre qui exercent l'esprit et qui peuvent même aider à la discipline de soi. Car les gens du XVIIe siècle savaient mieux que tous qu'il ne fallait séparer l'esprit de l'âme, laquelle est pour ainsi dire l'atmosphère de l'esprit. L'étude des mots riches de signification morale et métaphysique est celle qui fait le plus réfléchir. Il faut la commencer dès l'enfance. Et quand le maître explique à l'enfant le sens d'un mot, les rapports sont renversés secrètement. Il reçoit plus qu'il ne donne. Aussi n'y a-t-il peut-être pas d'exercice plus propre pour assurer, malgré la distance des âges, l'union des esprits? Pourquoi les plus grands génies se sont-ils plu à enseigner les éléments? Pourquoi les saints ont-ils tant aimé faire le catéchisme? Sinon parce qu'ils avaient l'impression qu'en pressant le sens des mots que tous peuvent comprendre, on doit parvenir à cette moelle qui nourrit les vieillards autant que les jeunes. Plus encore, peut-être, car le premier âge, on ne sait pas ce qu'on sait. Le catéchisme contient un chapitre où l'on apprend ce qu'est médisance, calomnie, jugement téméraire, les pauvres enfants. Je préférerais peut-être qu'ils sachent la distinction du regret, du remords, du repentir, qui est si profond et qui contient tout le problème du temps et de la morale. Les dictionnaires présentent des synonymes. En réalité, il n'existe pas de synonymes et il ne peut pas y en avoir. Car dès qu'une langue dispose de plusieurs sons ou vocables, pour traduire une même chose, immanquablement, elle donne à chacun une signification spéciale. Sa richesse verbale, qui est souvent l'effet de circonstances fortuites, lui permet de mieux discerner et par là même de mieux penser. Chacun sait que les Anglais possèdent deux termes pour désigner un même animal. Le mot saxon désigne l'animal au champ, c'est le mot des paysans qui occupaient le sol avant la conquête. Le mot latin désigne l'animal réduit à l'état de victime, celui du propriétaire conquérant et qui s'intéresse à la viande bien cuite plutôt qu'à la bête sur pied. Exemple, beef.
Si l'on cherchait, on verrait sans doute que l'espoir n'est pas l'espérance, ni le souvenir, la souvenance, ni le départ, la partance, ni le repentir, la repentance, ni l'aise, l'aisance. On trouverait des nuances profondes entre faire, fabriquer et confectionner, entre recevoir et réceptionner, entre le mauvais, le malin, le méchant et le malicieux, entre le bon, le béni, le bonasse et le bédonnaire, entre la souffrance, la douleur, la peine, le chagrin et le déplaisir, entre la joie, le plaisir, le bonheur et la béatitude. Et dans ces deux derniers cas, la simple délimitation des sens vous conduira à toute une science de l'homme. Bon, pour en conclure, je vais parler des grands problèmes de l'existence. En premier, de la mort. Lorsque l'individu prend conscience que la mort est inévitable, il peut vivre un conflit grave vis-à-vis de son désir ardent de continuer à vivre et ressentir une forte angoisse. Pour diminuer cette souffrance, il érige des défenses allant à l'encontre de la conscience de la mort, tel le déni. Un état névrotique peut résulter de l'incapacité de transcender cette angoisse et entraîne le développement de symptômes et de comportements non adaptés. Une tâche majeure du développement consiste donc à gérer cette terreur de la mort en l'acceptant comme partie inhérente de la vie. En deuxième, la liberté. L'être humain est responsable de sa vie, de ses choix, de ses actes, et ses désirs le font aspirer à l'action. Certains individus savent ce qu'ils désirent, mais sont incapables de décider et de choisir. Ils expérimentent alors une panique décisionnelle. Ils essaient de déléguer la décision à quelqu'un d'autre et agissant comme s'ils n'étaient pas responsables des circonstances qu'ils ont inconsciemment provoquées. Aussi n'est-il pas facile de transformer les aspirations à être libre en action responsable. Troisième, l'isolement. Il s'agit ici de l'isolement fondamental des autres êtres et du monde. Chacun de nous entre dans l'existence seul et en sort seul. Le conflit se situe donc entre cet isolement et notre désir d'être protégé et d'appartenir à un tout. Les individus qui n'arrivent pas à transcender cette solitude fondamentale développeront certains comportements pour éviter d'avoir à y faire face. Exemple, relations de dépendance, de fusion, etc. En dernier, tu as le manque de sens. Si chaque personne peut mourir, si chacun constitue son propre monde, et si chacun est seul dans un univers indifférent, quel sens peut-on donner à la vie? L'être humain a besoin que son existence ait un but, un sens. Ici, le problème se double d'un dilemme. Comment un être qui a besoin de donner un sens à sa vie peut-il le trouver dans un monde qui n'a pas de sens? L'individu peut transcender ce conflit en établissant une hiérarchie de valeurs, lesquelles lui indiqueront non seulement pourquoi il vit, mais comment il doit vivre. Are you listening to me? What do you want to do with your life? I want to rock.